bonsoir tout le monde, c'est Daphné Valsin. La dernière fois, on s'était quitté sur une discussion. Nous avons presque le même groupe Mounsayo avec nous pour nous parler de Saison sauvage de Kate Limos. Et cette fois, pour nous repartir après le bon petit temps de faire camper, nous retourner avec une autre discussion. Nous ne pouvons pas attendre que c'est jusqu'à la fin encore parce que j'ai senti que nous avons beaucoup apprécié la discussion en pile. Donc, je ne vais pas attendre la fin. Cette fois, on a commencé avec la discussion. On va parler aujourd'hui de Les Villages de Dieu de Emily Prophète. Nous avons un gros groupe là qui va parler avec nous de qui ça t'es pensé de livre ça que vous avez lu. Mais avant que nous allions plus loin, je prends un petit temps pour me remercier comme d'habitude les gens qui permettent l'émission ça possible. Nous avons Lunette qui belle optique qui était avec moi dès le début et qui pour saison ça tourner avec moi. Moi j'ai Tupac Pierre lui qui était là avec moi avant et qui est toujours là. Moi j'ai tous nos nouveaux venus tant que Mwamba Bankou, Magasin Mikado et la marque Panas qui accompagnent nous pour permettre que saison ça réalisée. Et ma première c'est tout Beauty qui occupe lui de cheveux pour qu'elle fait moins belle comme ça pour présenter l'émission. Donc voilà, en face de moi, il y a Caprini, il y a Jenny, Josiane, Soraya, Niveuse, Winnie, Samantha et moi. L'invité surprise d'aujourd'hui, c'était justement Madame Emily Prophète qui est avec nous et qui va arriver. Donc, Madame Prophète est assise avec nous et il y a un paquet de questions que nous avons pour lui là, que des gens qui ont demandé qui ça qui passé Fredo, qui après même essayé de parler pour lui. Moi, je vais commencer avec ma première question, mais avant tout, bienvenue, Madame Prophète. Merci parce que l'MT invité là, on t'a dit oui, et ou là depuis longtemps, on regarde nous. Et moi, ça fait longtemps que j'ai envie de discussion côté auteur là. Et je suis contente d'avoir réussi à le faire aujourd'hui. Mais c'est moi qui dis merci, mesdames. Ok, un garçon. Nous connaissons toujours un garçon. Oh, la monsieur nous ont fait. Mais on parle de CC. La monsieur nous ont fait. Voilà, c'est l'honneur de CC d'avoir lu Les Villages de Dieu et j'espère de tout cœur qu'il vous a plu, que vous avez eu de grands moments au fond des pages. Et merci de m'avoir invité. C'est magnifique de pouvoir faire un club de lecture dans un pays où il est très compliqué de se déplacer et d'être ensemble. Donc, ma première question moi-même, c'est que les nouveaux titres livres là, Les Villages de Dieu, sont un sujet qui est très d'actualité qu'on y a. Et m'a dit que quelqu'un qui était tenté dit que aller faire un livre avec un titre pareil, c'est juste peut-être surfer sur la vague. Donc pour toi, quelle a été la motivation qui fait que ou un livre sur un sujet qui a parlé de gang, de banditisme, et puis avec titre ça en plus qui de pour Mounouel qui met dans l'actualité. En fait, oui, le titre, je l'avoue, il est joli, mais il est un peu racoleur, on peut dire ça comme ça, parce que Les Villages de Dieu est dans l'actualité depuis plusieurs mois, plusieurs années même, avec ce qui s'y passe. Et c'est aussi un défi pour l'État, pour la communauté, qu'une cité comme ça est poussée dans la ville, quoi. Dans la ville. Donc, mais celles qui ont lu, ceux qui ont lu, verront qu'il ne s'agit pas du village de Dieu, le lieu qui s'appelle le village de Dieu, au début. Voilà, qui se trouve au centre-ville. Mais en même temps, le clin d'œil est là, il existe. Et je suis contente d'avoir pu le faire, d'avoir pu entrer dans les villages de Dieu. Je n'y suis pas rentrée physiquement, parce que c'est l'un des pouvoirs des romanciers, c'est d'être capable d'absolu, d'être capable d'imaginer les choses dans leur ensemble, de les inventer, de les remodeler. Et j'espère avoir pu le faire. Mais le sujet s'est imposé à moi. À chaque fois que j'écris un livre d'ailleurs, le sujet s'impose à moi. Et j'ai eu envie d'écrire Les Villages de Dieu en 2014. Je n'ai pas pu le faire et j'ai écrit d'autres livres entre-temps, dont Un ailleurs à soi. Et puis j'ai commencé à écrire Les Villages de Dieu il y a 2 ans. Il ne s'appelait pas à l'époque Les Villages de Dieu parce que les titres changent à mesure qu'on avance dans le récit. Voilà, à mesure qu'on avance dans un récit, le titre peut changer. En fait, l'idée d'écrire ce livre m'est venue d'un fait divers, un fait divers très cruel. Il s'agit d'un chef de gang qui s'appelle Tikinken qui avait été tué dans les villages de Dieu. Et là, le témoignage de celui qui portait la parole pour ceux qui l'avaient tué de sang-froid, le témoignage était tellement glaçant que ça m'a interpellé. Ça m'avait interpellé. Et j'ai eu envie de scruter
tout ça, mais de scruter tout ça dans ma tête à partir de faits d'actualité, à partir de détails, de choses qui m'arrivaient, d'informations. J'ai eu envie de scruter tout ça et dans ma tête, j'ai commencé à écrire ce livre. Et le livre, il s'est écrit tout seul. Moi, c'est la première fois dans la lecture d'un roman, et Dieu seul sait que j'ai écrit dans ma vie, que j'ai eu des moments de grâce comme ça. En fait, le moment de grâce, c'est quand vous ouvrez l'ordinateur et puis ça va, ça part tout seul. Donc, j'ai commencé, en une semaine, j'avais écrit une vingtaine de pages. J'ai eu très peur, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai recommencé 2 mois plus tard et c'était la même chose. Tu vois, j'écrivais quoi, 20 pages, 30 pages en une semaine. Je fermais l'ordinateur, je revenais 4 mois plus tard sur le texte et c'était le même bouillon. Voilà, ça sortait par jet. Et donc, je me suis mise à écrire tous les 4 mois. C'est parce que dans un livre, on ne doit pas aller trop vite. Parce qu'on doit laisser le livre vous habiter. On doit laisser les personnages venir vers vous et avoir leur autonomie. Parce que quand vous inventez un personnage, vous l'inventez, mais vous n'êtes plus maître de ce personnage. J'invente CC, mais CC prend son autonomie, prend sa liberté. Et moi, je suis comme une spectatrice quelque part qui regarde CC vivre. CC, c'est cette fille moderne, avec un regard qui surplombe les autres, qui est féministe. Elle n'a pas un discours féministe, elle ne l'exprime pas comme nous pourrions l'exprimer. Elle ne le dit pas, mais elle l'est. Mais elle l'est. Oui. Parce que le premier principe du féminisme, c'est que le corps de la femme lui appartient. Exact. Quand une femme ne se dit pas tous les matins devant sa glace, tous les soirs ou au moment qu'elle veut de la journée et de la nuit, que mon corps m'appartient, elle n'est pas encore féministe. Vous faites ce que vous voulez. Le droit d'avoir des enfants, le droit de coucher, le droit de ne pas coucher, le droit d'aimer, le droit de désaimer, le droit de faire ce qu'on veut sans amour ou avec amour. Donc c'est ça le premier principe du féminisme. Et Célia, c'est la flamme, c'est ce féminisme-là. Et on ne le croirait peut-être pas, mais qu'incarnent beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui en Haïti. Parce que nous sommes dans une société patriarcale avec tous les problèmes que nous imaginons, que nous connaissons, que nous vivons ou que nous avons vécu nous-mêmes comme filles. Mais c'est ça. Elle naît, voilà, et elle a sa grand-mère, elle est élevée par sa grand-mère, elle connaît de loin l'histoire de sa mère, il y a son oncle, et elle est là, dans ce bidonville, en train de regarder les autres. Et Cécé, elle est moderne, elle est intégrée dans la vie. C'est dur pour elle, mais elle s'en sort. Et elle ne fait rien sans avoir une conscience très nette de ce qu'elle fait. Elle n'est pas une victime. Elle est victime peut-être de la société, de l'organisation de la société. C'est vrai. Pas la perspective. Voilà, de l'organisation de la société, c'est une société très inégalitaire, où les gens n'existent pas, où la bataille pour exister, même pour nous, des gens de la classe moyenne, la bataille pour exister, elle est rude. C'est un sport de combat. Quand on est une femme en plus, c'est un sport de combat. Quand vous arrivez, même quand vous avez des frères ou des sœurs, ils pensent qu'ils ont des droits sur vous. Oui, le féminisme est un sport de combat. C'est un sport de combat, oui. Une petite observation. Donc, Cécé, Oui. elle a sa manière de passer au travers de tout ça, mais avec un niveau de conscience absolument épatant. Moi, Cécé m'a bluffé. Moi, je n'ai jamais été autant bluffé par un de mes personnages. Dans Un ailleurs à soi, c'est vrai, Lucie est un personnage lumineuse, comme son nom l'indique, Maritou aussi. Mais Cécé, cette manière d'être planté dans la vie, d'être là au milieu des tempêtes et de les traverser à chaque fois, je suis bluffé.
le roman. Donc je pouvais imaginer et heureusement, ou je sais pas, et sans vouloir voilà, dire des choses qui pourraient, faire comprendre que je manque de pudeur, parce que pour moi la pudeur est essentielle dans la vie et aussi dans la vie d'un romancier, d'une romancière. Les romanciers sont comparables à Dieu. Quand on vous dit le regard de Dieu, c'est-à-dire vous êtes capable de voir ou d'imaginer ce qui se passe dans la tête des autres. C'est ça. Je peux, parce que le romancier, voilà, c'est quelqu'un qui prend de tout le monde. C'est un prédateur. C'est un prédateur, mais un prédateur généreux. Ça veut dire il prend et il rend. Donc je suis capable de comprendre les gens à demi-mot, de comprendre leur silence. Et là, on va dire, j'ai écouté beaucoup de gens. J'ai écouté beaucoup de gens parler des gangs et de gens qui faisaient partie eux-mêmes de gangs, comment ça se passait. Et nous savons tous comment ça se passe et comment les chefs sont remplacés. C'est à mesure qu'ils décèdent, qu'ils sont assassinés, qu'ils sont tués par leurs propres soldats, qu'il y a des remplacements. Donc tout ça, j'avais vraiment beaucoup de matière. Et là, à mesure que j'écrivais, je vous disais que j'ai passé presque 2 ans en état de grâce avec les villages de Dieu. Quand Patience est rentrée dans le roman, je dis, mais ça alors, c'est Patience, Soline, le pasteur et puis le fameux Jules César. Déjà, comment peut-on s'appeler Jules César? C'est arrogant. Et Jules César, il est majestueux comme c'est. Voilà. Et Cannibal 2.0 qui est amoureux de Patience. Voilà, c'est l'humanité pour moi. Voilà, c'est une imbrication d'histoires d'amour, d'histoires de meurtre. Voilà, c'est beaucoup de... C'est la vie, c'est beaucoup de précarité, c'est une manière d'être au monde, c'est de l'insatisfaction, c'est un regard sur l'État, sur la société, le bidonville, sur les autres aussi. Parce que j'ai parlé d'inégalité tout à l'heure. Cette inégalité-là, elle est exprimée quand ils vont dans un restaurant à Pétionville ou quand Catherine, elle invite Cécé, voilà, les gens de son milieu, de ce milieu qui parle anglais, voilà, qui s'imaginent voilà, vivre ailleurs alors qu'ils sont ici, leur comptoir c'est ici, mais leur pays c'est la Floride ou c'est la République dominicaine. C'est ça aussi. Donc pour moi, en fait, je suis très contente d'avoir pu faire ce livre parce qu'il exprime ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, une société inégalitaire, avec des gens qui, au fond, ne sont pas haïtiens, et puis l'immigration, Tonton Fredo qui s'en va. Mais Tonton Fredo, il est parti, mais il y a un silence sur ce qu'il est advenu de Tonton Fredo pendant toutes ces années. Moi, j'en ai un peu voulu, je vous en ai voulu. Je me suis dit, depuis la première note que j'ai écrite, c'est pourquoi Tonton Fredo est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps comment j'ai Il a été déporté parce que... Attends, mais avant, oui, si Winnie pas posé cette question-là, Winnie doit poser sa question avant qu'on va revenir à Fredo. Avant que nous ayons un personnage, que nous ayons fondé par, nous devons connaître, par exemple, il y a beaucoup de descriptions dans le livre et on a l'impression de bien connaître chaque personnage. Est-ce que, par exemple, en tant qu'auteur, ou une technique bien précise pour écrire, est-ce que vous quittez les personnages évoluer par eux-mêmes, ou bien, par exemple, dès le départ, tu as comme une fiche pour chaque, tu dresses une fiche pour chaque personnage, like, et tel monde a telle façon, tel monde a telle façon, et vous faites jouer dans ce plan. Et puis deuxièmement, on dit que le livre ça, il était habité. Est-ce que c'était, parce que si quelqu'un qui a quand même estimé le livre, il est mort en juillet 2014, donc c'était une histoire vraie, et depuis, je pense depuis les 5 dernières années, on sent la présence des gangs, c'est dans notre quotidien. Est-ce que aussi, c'est les villages de Dieu, est-ce que c'était parce que c'est cette histoire de gangs et les conditions difficiles de la société en général, mais dans les ghettos particulièrement, est-ce que c'était parce que c'était dans les nouvelles, c'était dans notre quotidien, que où tu as senti que vraiment il fallait en parler? Oui et non, oui et non. En fait, je n'ai pas de fiche quand j'écris. Et tout à l'heure, j'ai dit que
je laissais les personnages me dominer. Sitôt que je les invente, ils prennent leur autonomie et souvent, j'ai l'impression que je suis en train d'écrire sous la dictée du personnage. Par exemple, Patience, quand Patience cherche à s'enfuir, Patience elle est captive de ce chef de gang qu'elle n'aime pas. Voilà, Patience c'est une première dame. Pour moi, c'est comme ça que je vois une première dame, dans toute sa beauté. Patience aussi, c'est une féministe, c'est une femme libre. Elle sait qui elle aime et qui elle n'aime pas. Pas de blé cannibale de Comme CC. Donc, voilà, je n'ai pas de fiche, je laisse les personnages évoluer. Voilà, l'histoire que je raconte, elle vient toute seule, particulièrement dans les villages de Dieu. Dans les précédents romans, c'est vrai que je réfléchissais beaucoup sur les personnages. C'est vrai que l'actualité m'a inspiré, mais la présence des gangs dans l'actualité, elle est devenue plus intensive ces 3 dernières années. Depuis 2018 avec l'assassinat de Vladimir le Gagneur, voilà, et puis on a vu émerger des personnages de romans, c'est pas de ma faute. Ça, je n'ai rien fait pour ça. Quand un personnage s'appelle Tilapli, mais quand un gang s'appelle 400 Marozo, je me réveille certains matins, je me dis, mais qu'est-ce que c'est joli. En plein dans un roman. 400 Marozo, mais ce sont des personnages de romans. Mais je n'ai rien à pointer à ces personnages. Mais en même temps, je suis l'actualité. Moi, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir. C'est de la criminalité. Ce sont des personnages délaissés par la société. Ce sont des gens qui ont 30, 135 ans, 25, 23, 22 qui ne savent pas lire. Ce n'est pas normal. Comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu produire des gens comme ça qui n'ont aucune conscience? Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience. Ce sont des machines à tuer. Ce sont des criminels, de vulgaires criminels. Mais en même temps, aujourd'hui, ce sont nos compatriotes. Et hélas, malheureusement, ce sont ces gens-là qui font rêver certains jeunes. Parce qu'ils n'ont pas de perspective. Ils ont envie de partir. Moi, pendant toute mon enfance, les gens sont toujours partis. Ils ont émigré, les États-Unis, la France, le Canada, l'Afrique, tous les lieux du monde qui n'étaient pas Haïti. C'est dommage. La République dominicaine. Moi, ma grand-mère nous racontait que son frère, qui s'appelait Paul, il est parti, il a émigré à Cuba et la révolution l'a surpris à Cuba. Donc, on n'a plus jamais entendu parler de Tonton Paul. 1959, il est parti à Cuba parce qu'il avait besoin de travailler. Il y a eu la révolution et Tonton Paul n'est plus revenu. Donc il n'y a aucune trace de Tonton Paul dans notre histoire familiale. Wow. Donc c'est ça. Donc moi, quand ma grand-mère me racontait ça, petite, tout ça m'a interpellée. Et quand j'ai écrit Le Testament des Solitudes, qui est mon premier livre, j'avais une sorte de compte à régler avec la vie parce que il y a tellement de choses qui étaient passées sous mon nez et que je n'avais pas senti, que je n'avais pas vu. Et je me souviens aussi, dans mon quartier, ma mère avait un bazar, une sorte de grande boutique, c'était une adresse connue. Et c'est là que il y a des gens qui venaient et qui disaient à ma maman, est-ce qu'on peut donner votre adresse pour recevoir un transfert? Oui. Et tout le temps, il y avait des motards qui s'arrêtaient, il y a un transfert pour madame Untel, il y a un transfert pour madame Untel. Et ces gens-là, ils envoyaient, c'était pas beaucoup d'argent, ils sont très pauvres. Ils envoyaient $50 et puis, ou $60 à l'époque, et ils disaient, il faut donner $2 à voisine Untel, il faut donner $3 à voisine Untel. Et quand moi, j'ai eu le grand éveil de ma vie à l'âge de 26 ans, 27 ans, j'ai senti que j'avais des choses à raconter sur ce pays. Sur l'histoire de l'immigration où les gens y pensent que ceux qui partent pour une vie meilleure. Que nenni, ce n'est pas une vie meilleure. C'est vrai. Ce sont des gens qui sont écrasés par le capitalisme, qui ont 2 jobs, qui travaillent 18 heures par jour. Et qui vivent quand même misérablement. Qui vivent misérablement.
vois, dans des Qui louent une sous-sols, maison, dans des... pas dans la Mais mieux qu'en Haïti, parce qu'en Haïti, On ils ne n'ont va pas pas, d'emploi. Pas nécessairement pas vrai. mieux, oui, mais avec plus de dignité. Oui, parce que Avec parce plus qu'ils de peuvent dignité. donner à ceux qui sont en Parce Haïti, qu'ils peuvent, ils partent pour sauver leur vie et À pour la fois, ils sauver la sentent qu'ils vie doivent donner de pour la- montrer de qu'ils la ont réussi. famille. C'est comme une obligation, c'est vrai aussi. Mais ce sont des gens qui meurent jeunes. Parce que quand tu travailles 18 heures par jour dans des conditions infernales pour un salaire minimum, tu vois, et que tu n'as pas de papier souvent. À l'époque, parce que depuis 2001, après les attentats, les choses ont changé, c'est devenu plus difficile. Mais avant, les gens qui n'avaient pas de papier, c'est vrai, vous pouviez travailler, mais vous ne pouviez pas revenir au pays. Ça veut dire, on vous disait que votre maman est décédée, votre fille aînée est décédée, votre fils est décédé, vous envoyez l'argent des funérailles sans pouvoir rentrer. De ce fait, c'est des choses qui peut-être qui vont réussir financièrement, mais comme c'est moralement. Et puis même Ils n'ont pas pas financièrement. Ils ont réussi à créer une deuxième génération ou une troisième génération d'Haïtiens qui ont été à l'université, Voilà. qui ont été qui ont Avec appris plus de des chance. métiers, voilà, qui vivent maintenant un petit peu plus dignement. Moi, j'ai vu ces gens. Moi, quand je suis partie la première fois aux États-Unis, j'ai vu ces gens. Quand vous rentriez dans leurs appartements, leurs petits appartements, C'était des à Little appartements Haïti, miteux. ça sentait la nourriture, c'était insalubre et tout ça. Et là, j'ai compris que c'est pas vrai. Ces gens partent pour avoir un petit peu de dignité, mais la dignité, à quel prix? À quel prix? Mais peut-être que la dignité qu'ils ont, c'est en Haïti, ils sont bien vus, tout le monde pensait qu'il a bien passé l'autre bord. C'est Et vrai, il a oui. entretenu mythe ça. Merci Daphné, ils ont tout fait, C'est pour ils ça que font j'ai tout parlé pour de entretenir le financièrement, mythe qu'ils sont etc. mieux. Non. oui, il y a C'est ça. l'impression qu'ils donnent dans la majorité. Voilà, ils construisent, ils entretiennent le mythe. Il y a des gens Maintenant, qui sont dans on les doit villages revenir à de Tonton Dieu. Fredo. Tonton Fredo, pour me dire, le premier bagage que noté, c'est pourquoi Tonton Fredo est revenu. Ce bagage qui On t'a n'en parle interpellé. pas. Mais c'est que, parce que dans le livre, j'ai senti qu'il y avait beaucoup, oui, mais il y a beaucoup de détails dans le livre. Là, comme si chaque grain de monde, attends-moi, chaque grain de monde que Célia a rencontré, me gon background story sur lui, que des fois, je presque senti que vous devez faire des nouvelles, pour bonne nouvelle monde ça. Oui, bon, ok, fait de l'homme, oui, mais ça privé, il faut ça, tu vois, mais tu vois. Tu sais, Daphné, tu sais, en fait, le livre, le roman, la littérature, tu dois garder une forme d'insatisfaction. Mais nous frustrés. Non, pas Fredo, pas Fredo. J'imagine des tas de scènes. J'ai envie de triste pour Fredo, même si tu comme connaît. Ou bien il a été fait de mauvaises choses. Je veux savoir que c'est pas ça. Fait au déporter Fredo. Peut-être qu'il a été violé. Est-ce qu'il a fait de mauvaises choses là-bas? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Tonton Fredo, tu sais, moi j'ai peut-être 3 ou 4 lecteurs à chaque fois que j'ai fini d'écrire un livre qui lisent ce livre et qui reviennent vers moi pour me dire ce qu'ils ont pensé du livre. J'ai eu Felipe, qui est mon mari, j'ai Lionel Trouillot, qui est l'un de mes meilleurs amis, j'ai Jean-Avin Un auteur qu'on François, va lire bientôt, hein? Jean-Avin François qui est aussi, Jean-Avin François, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il était professeur à l'université de New York, maintenant il est émérite, il est pensionné. Et voilà, et Rodney Saint-Éloi, évidemment, mon éditeur. Tonton Fredo est le personnage préféré dans le livre de Lionel Trouillot. J'ai comme l'impression qu'il a fait une mauvaise chose. Il ne veut pas en parler. Donc l'alcool l'aide. Moi, j'aime. Non, non, Capri. Il est devenu En fait, alcoolique. Capri, Il est devenu alcoolique. je ne sais pas. Il ne sait Je le sais, Caprini, tu sais, Tonton Fredo, c'est aussi Même moi, je simple ne que sais ça. pas. Tonton Fredo ne s'est pas adapté à la vie américaine. C'est ça, Comme c'est on ce pas que qu'à je l'autre dis. monde. C'est aussi simple que ça. Il n'a rien fait. C'est un type honnête, c'est Je l'ai jugé. un bon garçon. J'avais une question. Josiane. J'ai vu qu'il a fait une Non, mauvaise il chose ne à s'est pas l'étranger. adapté à la vie Il ne américaine. s'est juste pas adapté. Il y a des gens comme ça qui C'est ne vrai. s'adaptent pas à cette vie où, voilà. D'ailleurs, il est arrivé dans une situation très particulière. Voilà. Voilà, il est arrivé et tout de suite après, il s'est retrouvé comme un paria. Il ne s'est pas adapté. Désolé, Donc, Fredo. Mais Tonton On Fredo, t'aime bien, Tonton Fredo. Tonton Fredo est adorable. C'est un Josiane. adorable alcoolique. Josiane avait une question. On va poursuivre avec Josiane. Oui,
oui, vraiment, depuis tantôt, je passe ça dans ma tête parce que je me dis, bon, tu as pu nous dire que finalement, la démarche dans laquelle, puis ça n'a pas toujours été le cas, mais là, vraiment, avec ce livre-là, tu as eu une démarche intuitive. Donc, tu as laissé de la liberté aussi à tes personnages. Même certains se sont imposés pendant la rédaction. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi votre niveau de féminisme, peut-être par rapport, versus ce qu'on peut voir avec Célia ou encore Patience. Donc, personnellement, c'est une question un peu... Mais c'est une question personnelle, finalement. Moi, je suis une féministe. Avant, à un certain moment de ma vie, je disais je suis féministe non militante. Mais depuis quelques années, je dis je suis une féministe militante. Et ce militantisme-là s'exprime à travers les livres que j'écris, à travers les positions publiques que j'ai. Moi, depuis plusieurs années, comme j'ai l'occasion de parler dans beaucoup d'endroits du monde, récemment j'étais au Bénin, où j'étais invitée dans des écoles à Ouida, à Alada, que j'aille au Congo, à Madagascar, et dans ces rencontres littéraires, quand vous êtes invité comme écrivain, forcément on vous emmène dans des écoles. Je n'oublie jamais de dire aux filles, n'oubliez pas que vous pouvez faire autant que les hommes, sinon plus. N'oubliez pas que vous vous appartenez. N'oubliez pas que vous pouvez faire de très grandes choses. Moi, ça c'est une forme de militantisme que j'assume dans mes écrits et mon précédent livre, Un ailleurs à soi aussi, qui présente Lucie et Maritou, qui un couple homosexuel. Moi aussi je porte vraiment une parole de défense des personnes transgenres, homosexuelles, etc. Et j'assume ça parce que moi je suis à un âge et dans une position sociale où je peux assumer beaucoup de choses parce que je n'ai pas peur des débats, parce que je peux faire les débats, parce que j'ai les arguments qu'il faut pour faire ces débats-là. Donc c'est ce niveau de féminisme, de défense des minorités, ce que j'appelle des corps vulnérables. Moi, je défends les corps vulnérables, les enfants, les femmes, les homosexuels, les transgenres, tout, les femmes, qu'elles soient prostituées, qu'elles soient médecins, etc. Essayez de, voilà, porter cette parole-là qui peut changer les perceptions, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans les médias, de pouvoir parler sur RFI ou bien sur Radio-Canada, etc. Moi, je veux porter cette parole-là. Je veux porter cette parole-là et moi je suis prête au débat. Ça veut dire vous voulez faire un débat, moi je suis prête. Il faut que les débats se fassent. Il faut que notre pays évolue. Il faut vraiment que CC puisse avoir la parole. Parce que CC, elle a beaucoup de choses à dire. Elle incarne peut-être beaucoup de femmes. Elle incarne beaucoup de femmes et elle nous permet de voir ces femmes. Soline. Oui. Soline, voilà. Sa première vidéo. Tout ça. J'ai aimé ce volet-là, c'est un côté que il mettait femme dans la cité à Chita pour raconter la vie. Et les films fait la première fois, et puis il a tellement dit qu'il ne pas encore. Oui, elle a aimé l'expérience. Jenny, tu avais une question? Ah oui, j'avais une question. En fait, j'ai une question. De fait. Parce que